Je vais vous demander très rapidement, s'il vous plaît, aux uns et aux autres de présenter vos activités plutôt, pour que ceux qui sont dans la salle aient une vision un peu plus claire de qui sont nos panélistes. Aujourd'hui, Madame Bathily, est-ce qu'on commence par vous? Très heureuse. Je suis très heureuse d'être là. Merci à tous. Alors, Naye Bathily, donc, je dirige l'unité parlementaire au sein de la Banque mondiale, qui n'est pas... Les parlementaires ne sont pas des interlocuteurs traditionnels des organisations internationales. Mais quand on veut développer nos continents, certainement l'Afrique et d'autres, on se rend compte aujourd'hui qu'il est important de se tourner vers d'autres interlocuteurs, vers d'autres acteurs qui ont une légitimité, crédibilité et représentativité. Et donc la raison pour laquelle, à mon niveau, je mobilise avec nos équipes les parlementaires au niveau mondial, mais essentiellement en Afrique, afin qu'ils légifèrent, afin qu'ils qui se mobilisent aussi sur beaucoup de thématiques comme les changements climatiques, la gouvernance. Et je pense qu'on est en plein dans le débat quand il s'agit de l'intégration africaine. Merci à vous. Alors nous avons un troisième micro, hein, donc vous pouvez en avoir un chacun. Voilà, ça serait peut-être plus simple pour vous tous. Monsieur Zinsou, alors quel est le rôle d'Africa France à ne pas confondre avec France-Afrique, hein? Oui, c'est un renversement sémantique qui met l'Afrique au premier rang. Africa France, c'est une fondation d'entreprises pour l'essentiel. On va avoir de plus en plus de collectivités locales aussi, qui résulte d'une idée qu'on avait eue avec Jean-Michel et 2 ou 3 autres complices, Hubert Védrine, Hakim El Karoui et Tidiane Thiam, qui était que si on voulait que les relations économiques entre l'Europe au sens large et l'Afrique se régénèrent et s'équilibrent, il fallait que le secteur des entreprises soit leader. Que tout ne se passe pas au niveau des gouvernements, que la politique n'est pas tout dans la vie, et qu'en réalité, dès qu'on considère des développements d'échanges, exportation, importation, des développements d'investissement, le développement du financement, qui est un goulot d'étranglement significatif en Afrique, il faut que les initiatives partent des entreprises elles-mêmes et qu'elles dialoguent directement. Et donc, sur cette idée, on a dit qu'il faut qu'une fondation, un forum un peu permanent, soit le gardien de cet esprit-là. C'est à partir de la base qu'on réglera les problèmes d'emploi, les problèmes de financement, etc. Et les entreprises et les collectivités locales sont cette base. Voilà un peu l'intuition. On a dans le palais d'en face, au Conseil économique et social, une réunion cette semaine. On attendait 500 entreprises pour un dialogue. Moitié française et européenne, moitié africaine. En fait, elles se sont inscrites à 2000, donc, et elles ont prévu 4000 one-on-one, donc un peu de réseautage, de networking. Donc, il semble qu'il y ait un appétit pour ce dialogue direct entre les entreprises. C'est une affaire qui roule. Je retiens cette phrase, la politique n'est pas tout, ce qui est savoureux venant de vous, cher Lionel. On aura l'occasion d'y revenir. Moi, j'ai si cru vous ça voulez pendant bien. 59 ans. Le fait d'avoir eu vers la 60e année, comme ça, un spasme politique n'est pas représentatif. Merci à vous. Alors, Jean-Michel Severino, quelques mots pour nous présenter investisseurs et partenaires, s'il vous plaît. Absolument. Donc, je dirige cette société d'investissement qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années et dont l'objectif est de prendre des participations en capital et de porter des startups et des PME africaines. Nous avons investi sur cette période plus d'une centaine de millions d'euros dans 70 sociétés qui constituent aujourd'hui notre portefeuille. Start-up, PME, encore une fois, sur une quinzaine de pays du continent, Afrique francophone, Afrique anglophone. Et outre le fait que nous comptons Lionel parmi nos administrateurs, ce qui est peut-être la plus grande réussite de notre fonds, nous avons la joie de voir beaucoup de succès, beaucoup d'histoires entrepreneuriales magnifiques dans ce portefeuille qui témoignent de cette révolution entrepreneuriale en cours sur le continent. Voilà. Et nous agissons en investissant en direct et via des sociétés financières, des fonds d'investissement locaux que nous créons dans le continent.
Merci à vous. Alors, comment améliorer les échanges sur notre continent? C'est l'objet de cette table ronde. J'aimerais essayer d'avoir l'approche la plus simple et la plus ouverte possible à cette question, puisque le but ici est de nourrir le débat de propositions concrètes. Alors, je propose d'aller dans 3 directions, et puis ensuite, dans ce cadre, vous pourrez développer comme vous le souhaitez. Premièrement, pourquoi faut-il améliorer les échanges entre les pays africains? C'est une question simple, mais elle mérite d'être posée. Deuxièmement, quels sont les principaux domaines où l'Afrique pêche, à votre sens, en matière d'échanges? Et troisièmement, vos propositions pour sortir de l'ornière. Alors, commençons par cette première question. Pourquoi est-ce qu'il faudrait améliorer les échanges entre les pays africains, selon vous? Madame. Je pense qu'il faudrait d'abord peut-être donner un visage à cette intégration africaine. Et moi, un exemple me vient à l'esprit. Je vais vous faire voyager un peu vers chez moi, au Sénégal, en Casamance, où 60% de la production de mangue est perdue. Donc aujourd'hui, les producteurs qui travaillent d'arrache-pied pendant toute une année, 60% de leur production réduite à néant. Perdue pourquoi? Perdue, qui pourrit. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'infrastructure pour transporter ces mangues, pour les transformer, d'unités de transformation. Et donc, il n'existe pas de modèle économique en place pour prendre en charge cette production. Voilà ce qui se passe. Et je peux vous donner beaucoup d'autres exemples. Au Congo-Kinshasa, je lisais un témoignage très récemment d'une dame qui vend des... Vous voyez les vendeuses d'œufs, là, qui vend des œufs, qui nous dit qu'elle est obligée de donner près de 30 œufs aux frontières, quand elle passe du Burundi au Congo, tous les jours. Donc voilà un peu, ce sont des exemples qui me semblent assez patents pour montrer un peu la réalité des échanges en Afrique, sur le continent. Et je vous donnerai encore un peu plus de chiffres. Quand on est à la Banque mondiale, les chiffres, vous savez, ce sont nos amis. Et la réalité des échanges sur le continent. Dans la zone UEMOA, c'est environ 10%. 10% d'échanges dans la zone en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, 5%. Dans l'UE, c'est 60%. 60% des échanges. Donc voilà à quoi on doit faire face aujourd'hui. Voilà la réalité et voilà pourquoi on a vraiment absolument besoin de se mobiliser, de se mobiliser, parce que sinon, les frontières restent très épaisses sur le continent. Et d'ailleurs, le dernier Doing Business de la Banque mondiale le souligne très clairement. Il faut environ 38 jours pour importer des produits en Afrique, 30 jours pour les exporter. Il faut 3 fois moins en Asie, donc une moyenne de 10 jours. Je dirais 5 à 6 fois moins en Europe, 5 à 6 jours. Oui. Et pourtant, la question de l'intégration économique africaine, elle est très ancienne. Elle a été, je veux dire, moi, dans toute la littérature africaine, des penseurs comme Cheikh Anta Diop, comme Boubacar Bari, on pensait parce que nos économies étaient intégrées avant la colonisation. Et donc, c'est peut-être aujourd'hui le moment de revenir un peu vers ce qui se faisait avant, pour réfléchir à ce New Deal qu'on doit construire ensemble. Et on verra dans un instant comment passer de la pensée à la réalité, ce qui est vraiment l'essentiel aujourd'hui. Tout à fait. Lionel Zinsou, votre approche à vous, voilà, un état des lieux sur ces échanges en Afrique aujourd'hui et la raison pour laquelle il faudrait les développer, selon vous. Alors, j'épouse tout à fait ce qui vient d'être dit, sauf une chose qui est l'élément de pathos, l'élément de scandale, de rébellion qu'on sent chez notre sœur du Sénégal. La croissance des échanges en Afrique est un des moteurs de la croissance tout court de l'ensemble du PIB. C'est une des choses qui sont parmi, justement, les plus... qui constituent une des opportunités les plus palpables, les plus réelles. Donc, on peut renverser légèrement la tonalité, tout en disant tout ce que vous avez dit. Il faut remonter à un passé où les frontières n'étaient pas les mêmes, où il y avait une circulation des hommes, des idées, des marchandises, et il faut se projeter dans l'avenir. Mais c'est précisément un des moteurs fondamentaux de notre croissance. C'est-à-dire que cette progression régulière de nos échanges intra-africains,
c'est quelque chose d'extrêmement positif à l'œuvre en ce moment, en train de se manifester. L'Afrique, c'est 2% des échanges du monde. On commande toujours ce chiffre parce que, en réalité, la part des échanges de l'Afrique dans le commerce mondial a régressé dans les 20 et 30 dernières années de presque moitié en pourcentage. Et maintenant, c'est stabilisé et c'est en train de remonter. Bon, ça dépend beaucoup du prix des matières premières. Ce n'est pas un chiffre sacré, hein, mais enfin, ça n'est que 2% des échanges du monde. Alors on dit que l'Afrique ne fait que 15 à 20% de ces échanges. Ça progresse assez vite en Afrique de l'Est. Maintenant, l'Afrique de l'Ouest commence à rattraper. Bon, vous faites 20% de vos échanges entre vous. C'est mal parce que l'Asie, c'est 50% et l'Europe, c'est 60% des échanges. Très bien, c'est mal. Enfin bon, on fait 2% des échanges du monde, mais on fait 20% de notre commerce extérieur de pays à pays à l'intérieur. Donc on a quand même une polarisation sur nous-mêmes. Enfin, il faut reconnaître que nous ne sommes que 2% des échanges du monde. Donc ces 15 ou 20% ne sont pas un scandale, ils sont déjà une polarisation de l'Afrique sur elle-même. Simplement, ils vont devenir 50% à l'évidence. Mais comment voulez-vous qu'avec la dotation de l'économie coloniale, on ait beaucoup de choses à s'échanger, puisqu'on nous a fabriqué pendant 100 ans une économie dans laquelle on n'a rien à échanger avec ses voisins, puisque tout est organisé pour qu'on échange avec les métropoles. Donc moi, je veux bien échanger de l'uranium nigérien contre du coton béninois et échanger du café ivoirien contre je sais pas quoi, des anacardes du Bénin ou les produits de Monsieur le Président de la Chambre de commerce, si vous voulez. Mais encore les produits de Monsieur ici présent sont des produits qui sont internationaux et qui s'échangent pas mal dans la région, puisque c'est des produits de l'industrie agroalimentaire. Mais en moyenne, les matières premières qu'on nous a fait produire ne sont pas un objet d'échange entre nous. Donc il faut qu'on se construise une économie diversifiée où on ait des produits agricoles, des produits manufacturés, des services à nous échanger parce qu'on a besoin de les consommer. Donc on nous a livré des économies qui étaient orientées ailleurs. Et c'est maintenant, après une cinquantaine d'années d'efforts, que nous entrons dans une phase où nous avons une économie très diversifiée. Et puis, il faut faire attention à nos statistiques douanières. Parce que les chiffres sont les amis de la Banque mondiale, mais ils ne sont pas nécessairement tout à fait l'ami des gouvernements, parce qu'on invente les statistiques douanières. Surtout, vous prenez un pays comme le Bénin, où nous avons autant de contrebandiers que de douaniers, et nous avons du coup très peu de statistiques de commerce extérieur fiables. Et on voit bien, quand vous avez une crise de récession au Nigeria, l'économie du Bénin et l'économie du Cameroun souffrent excessivement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les échanges sont beaucoup plus importants que ce qui passe par les éléments statistiques douaniers. Et sur nos 700 km de frontières, en réalité, il y a un énorme flux d'échanges, bien supérieur aux chiffres que l'on connaît. Et par exemple, on ne peut pas s'expliquer le doublement de la production agricole de notre pays en 7 ans, c'est quand même un très fort rythme de croissance, sans faire mention du fait qu'il y a eu une demande très forte, parce qu'il y avait une croissance très forte du Nigeria jusqu'à il y a 2 ans, et qui a tiré, par les débouchés que ça nous ouvrait, toute notre agriculture. Même chose pour les besoins du Niger et du Burkina, qui ont eu des problèmes de sécheresse et autres, et où les produits de l'agriculture ou de l'industrie agroalimentaire du Bénin ont trouvé des débouchés très importants. Quand on est en récession, on voit que ces flux manquent. Quand la monnaie du pays voisin se dévalorise de 50%, on voit que ça effondre nos échanges. Et à côté des infrastructures, et vous aviez raison de dire que c'est fondamental parce que sinon on perd une grande partie de notre production, il y a des infrastructures incorporelles qui sont très importantes, par exemple la stabilité monétaire. On a la chance dans l'UEMOA, et c'est une des raisons pour laquelle l'UEMOA, avec 6% de croissance cette année en 2016, va être à la fois la partie la plus croissante de l'Afrique et une des plus croissantes au monde, attirée beaucoup par la Côte d'Ivoire. Elle a la chance d'avoir une monnaie commune, aucun problème, aucune incertitude de change. Et ça aide de façon très significative. Et puis, on est en train de mettre en place une autre infrastructure incorporelle. C'est un tarif extérieur commun aux frontières de la CEDEAO et de rendre petit à petit plus réelles les facilités d'échange sans droit de douane.
Alors, il y a du racket. Vous avez parlé des 30 œufs à la frontière. Une étude de l'AFD a montré que si vous allez de Lagos à Accra, qui est un des plus grands axes de développement et d'échange dans l'Afrique d'aujourd'hui, au cœur de ce qui est en fait le pays qui se développe le plus en Afrique, qui est un pays qui n'existe pas, hein, qui a pour frontière Lagos d'un côté et Abidjan de l'autre, et qui est d'une puissance extraordinaire. On n'a pas de frontière pour les produits manufacturés dans la CEDEAO, à part qu'on est arrêté 48 fois entre Lagos et Accra, entre les douanes, la police, les eaux et forêts, etc., et qu'on est objectivement souvent racketté à ces arrêts. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'obstacles non tarifaires. Mais il faut regarder l'invisible. Les droits de douane ou pas, l'arrêt ou pas aux frontières. Et on constate qu'un marché commun est en train de s'ouvrir véritablement, mais bon, c'est des progrès sur le jour. Sur le papier, il est parfait. Il faut maintenant qu'il le devienne sur le terrain, mais objectivement, ça progresse. La monnaie, tout ce qui est réglementation, ce sont des infrastructures aussi fondamentales que les routes. Très intéressant. Merci beaucoup. Jean-Michel Severino, et vous, qu'en pensez-vous? Pourquoi est-ce qu'il faut améliorer les échanges entre les pays africains? Oui, merci. Deux réactions aux propos que je viens d'entendre et que je partage dans leur immense globalité. Je commence peut-être par une nuance. Il est incontestable que les échanges intra-africains sont beaucoup moins importants que ce que l'on voudrait, et il est aussi incontestable que malgré une intégration formelle et juridique, la mise en application de des accords d'intégration est lacunaire et comporte tous les problèmes qui viennent d'être cités et bien d'autres. Tout ça est regrettable. Néanmoins, je tirais un fil supplémentaire de celui que vient de tirer Lionel, parce que je crois que les statistiques masquent en fait, plus qu'elles ne révèlent, une dynamique d'intégration effective sur le terrain qui est plus importante. Parce qu'il me frappe, par exemple, dans simplement le portefeuille d'entreprise que nous avons, c'est la rapidité avec laquelle les entrepreneurs avec lesquels nous travaillons opèrent sur un marché régional pour des raisons qui sont incontournables, qui sont liées à la faible taille du marché domestique et le fait que très rapidement, dès qu'une entreprise fonctionne aujourd'hui sur le continent, elle doit déborder sur le MOA, sur la zone UMAC, elle doit travailler à cheval sur le Ghana et sur le Nigeria, ou le Ghana et le Togo. Enfin, bref, tout ça, c'est vraiment... je dirais le pain et le beurre de la vie quotidienne, je dirais, ou le manioc et la tiéké de la vie quotidienne commerciale. Et il suffit de se poster au poste frontière de la plupart des pays pour voir l'importance saisissante des échanges. C'est vrai à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai de manière spectaculaire en Afrique orientale. Regardons la frontière entre l'Ouganda et le Kenya. Un endroit spectaculaire sur le plan des flux économiques. Une fraction de tout cela est enregistrée. Donc personnellement, une perception personnelle, intuitive, que je ne suis pas capable de chiffrer, c'est que l'ampleur effective des flux intracommunautaires et leur rythme de croissance sont très supérieurs à ce qui est enregistré. Et de ce côté-là, on regarde parfois les activités innovantes, mais les grandes activités traditionnelles, historiques, qui remontent au fond des âges, du genre le bétail sur pied qui traverse les frontières, les échanges de céréales, tout ça ont un dynamisme absolument incroyable et sont tirés, et ça va m'amener à mon deuxième commentaire, par les fondamentaux de la croissance économique africaine. Je crois que ce développement est bien sûr très important parce que jusqu'à une période très récente, et les milieux d'affaires n'ont jamais constitué un lobby suffisant vis-à-vis des gouvernements pour amener à la conclusion d'accords d'intégration encore plus ambitieux ou leur mise en place effective. Aujourd'hui, l'ampleur et le dynamisme de ce commerce régional changent progressivement cette donne et met davantage les gouvernements sous pression. La deuxième remarque sera très rapide, elle est macroéconomique. Pourquoi il faut que ces échanges progressent? Je crois qu'il y a deux raisons. La première, de très loin la plus importante, c'est que le modèle économique africain est très différent du modèle asiatique. L'économie, le dynamisme de la croissance économique ne se construit pas sur la performance aux exportations et l'exportation de biens industriels vers des pays riches. Peut-être que demain ou après-demain, nous allons voir ça, et peut-être que demain ou après-demain, notamment la côte orientale africaine jouera vis-à-vis de la Chine le rôle que la Chine a joué vis-à-vis de l'OCDE, mais on n'y est pas encore.
Et on ne sait pas si on y sera véritablement. Aujourd'hui, on n'a que des indices parcellaires du fait que ça pourrait être un cheminement. Aujourd'hui, l'essentiel de la croissance économique africaine, si je mets de côté les quelques grands pays pétroliers du continent, l'Angola, le Nigeria, etc., c'est une croissance fondée sur le marché intérieur. La consommation privée est le grand moteur de la croissance africaine, et c'est lié à la croissance démographique, à l'enregistrement des gains du dividende démographique, à l'urbanisation. Bon. Et ça, c'est donc du marché intérieur. Le modèle économique africain, c'est le modèle économique de l'Inde, c'est le modèle économique des États-Unis à l'époque de sa grande... C'est le modèle économique des grands continents qui se construisent sur une expansion démographique rapide. La grande chance des États-Unis du 19e et la grande chance de l'Inde, malgré des spécificités historiques et un certain nombre de contraintes historiques, c'est d'avoir été des États unitaires, fédéraux, enfin bref, en tout cas, c'est constitué dans un espace commercial qui était rapidement unifié. Malheureusement, pour le continent africain, cette expansion fondée sur le marché intérieur se fait dans un cadre étatique morcelé, legs de la colonisation, un cadre étatique qui est très difficilement remis en cause par les États existants. Et il va bien falloir à un moment donné, si le continent africain veut tirer tous les bénéfices de son propre modèle économique et de l'extraordinaire puissance qu'il est en train de générer, il faudra bien que les conséquences en soient tirées sur le plan, je dirais, des formes juridiques et des traités internationaux entre pays africains, ainsi que de leur mise en œuvre. Alors une croissance fondée essentiellement sur le marché intérieur, c'est un point que vous avez évoqué tous les deux, messieurs. Quels sont les autres domaines où l'Afrique pêche, à votre avis, en matière d'échange? Qui prend la main? Juste souligner le dernier point de Jean-Michel, puis je réponds tout de suite à votre question sur nos péchés et notre rédemption. Les États n'ont pas de recettes fiscales. Ils ont donc développé... La seule chose qu'on peut faire quand on n'a pas de recettes domestiques, c'est la fiscalité de porte. C'est-à-dire que pour que les États fonctionnent, ils ont besoin de prélever des droits. Alors, ils le font à l'importation, mais comme ça ne suffit pas, ils le font à l'exportation. Donc, on saisit de la matière fiscale à l'exportation. Donc, vous prenez notre coton, vous prenez votre arachide, vous prenez le café cacao de nos amis ivoiriens, etc. Nous les grevons d'impôts à l'exportation. Parce que c'est la seule façon de capter de la matière fiscale. Et donc, quand vous avez une fiscalité de porte, correspond à peu près à la fiscalité de l'Europe d'avant la révolution industrielle, vous pénalisez les échanges. Quand vous êtes capable de désarmer, de créer un vrai marché intérieur, c'est que vous avez trouvé des recettes de substitution. Sinon, nous avons besoin l'État a besoin de rançonner aux frontières. Bien. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que améliorer la fiscalité les fiscalités intra-étatiques serait une façon d'améliorer les échanges. Absolument. Absolument. Parce que ça cesserait d'obliger à pénaliser les échanges aux frontières. Et ce faisant, d'ailleurs, avec un niveau de pénalisation excessive, de nourrir la contrebande, qui devient une espèce de réaction économique normale, étant donné qu'on a cette pénalisation anormale. Mais on nous a légué des États sans fiscalité. C'est-à-dire, non seulement on n'a pas de TVA, évidemment, mais enfin, maintenant, on en a. Mais je veux dire, en 1960, la TVA qui commence juste à balbutier comme concept en France, évidemment qu'on n'a pas des impôts indirects modernes et on n'a pas non plus des impôts directs modernes, ni sur le revenu, ni sur l'impôt sur les sociétés, puisqu'on nous a légué une économie intégralement informelle. Donc, il faut bien voir qu'il y a un lien entre fiscalité et échange, et que ça va profiter beaucoup de la modernisation de la fiscalité interne demain. Puis maintenant, on peut parler des péchés, si vous voulez. Allez-y, je vous en Alors, prie. moi, j'aime pas les phrases qui commencent, vous avez remarqué, par en quoi l'Afrique pêche-t-elle? Elle ne, c'est ni un manque, ni une faute. Et ça, il faut arrêter en termes de culpabilisation. L'état des échanges en Afrique, qui est, comme le dit Jean-Michel, beaucoup plus vigoureux, qui n'a rien à voir avec les chiffres, et en croissance, et en flux, et en stock, n'est ni une faute, vous voyez, c'est pas une erreur de l'histoire, c'est parfaitement explicable. Nous sommes à un stade où nous allons beaucoup développer nos échanges.
de façon tout à fait, sur un modèle économique tout à fait différent des autres. Moi, je souscris absolument à ce qu'a dit Jean-Michel, en admettant que le continent n'est pas homogène. Il y a des pays parmi nous qui participent à des chaînes de valeur mondiales qui dépassent le continent. Vous savez, quand vous fabriquez des morceaux de cockpit d'Airbus à Tunis et des moteurs d'avion à Ben Guerir, si vous voulez, ou quand vous avez parmi vos principales exportations des automobiles comme l'Afrique du Sud, vous êtes pris dans des chaînes de valeur mondiale. Et vous exportez vers l'Afrique des objets manufacturés complexes aussi. Si vous prenez l'usine Renault de Tanger et l'usine Peugeot de Kenitra qui est en train de sortir de terre, pour l'instant, ça fabrique surtout des voitures pour l'Europe, mais petit à petit, quand ils seront à 400 000 véhicules par an, c'est-à-dire l'échelle absolument, enfin une très grande usine, l'échelle mondiale, une grande partie ira vers le marché africain, à mesure que le marché africain pourra absorber des véhicules neufs du type de ce qui est fabriqué à Tanger. Donc, vous avez des pays qui sont beaucoup plus avancés que d'autres en termes de participation aux échanges mondiaux et de capacité à fournir toute l'Afrique. Oui. Bon. Et puis, vous avez des pays, et c'est en rien un défaut, parce que, si vous voulez, 1 kilo d'ailettes d'avion, hein, ça pèse le même poids qu'1 kilo de farine de manioc. Donc, nous sommes plutôt, en Afrique subsaharienne occidentale, dans l'industrie qui satisfait 75% de la demande, puisque la consommation, c'est 75% du PIB. On n'est pas la Chine, la consommation, ça n'est pas 60% du PIB, c'est 75%. Bon. Et donc, on satisfait les besoins de base avec notre industrialisation. Donc, le Bénin, le Nigeria, etc., sont surtout tournés vers les biens de consommation, les matériaux de construction, et toutes les industries en amont de biens intermédiaires nécessaires pour faire tout ça, mais c'est un type d'industrialisation beaucoup plus endogène, différent de ce qu'on voit tout au nord de l'Afrique et tout au sud de l'Afrique. Donc on n'est pour l'instant pas un continent homogène, mais ça se vaut parfaitement. Et là où l'Afrique ne pêche pas, c'est contrairement au cliché, elle est en pleine industrialisation. Et moi, ça m'amuse, parce que souvent, dans les colloques, je vois d'excellents confrères économistes français dire quand même il faudrait que l'Afrique s'industrialise, qu'elle ait des produits manufacturés à vendre à ses voisins. Mais enfin, si vous voulez, la contribution de l'industrie manufacturière dans la plupart de nos pays, elle est désormais autour de 15%, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à la contribution au PIB de l'industrie manufacturière en France. Et elle est en très forte progression. Donc nous sommes un continent en voie d'industrialisation, parce que si vous voulez faire des échanges, il faut quand même avoir des matières à échanger. Vous n'allez pas vous échanger que des produits bruts. Vous avez besoin d'exporter et des produits manufacturés complexes et des services. Nous avons au premier rang un grand du recrutement qui a inventé pratiquement le recrutement en Afrique, dont la pratique est complètement multinationale en Afrique, complètement. Et il est typiquement... Africa Search, c'est typiquement une exportation de services sophistiqués. Vous avez la même chose dans les services financiers. Toutes les histoires de services financiers en ce moment à l'œuvre en Afrique sont désormais régionales. Toutes les compagnies d'assurance, les banques sortent de leurs frontières, mais vous avez besoin de créer une base de services complexes ou une base de produits manufacturés, et ceci est à l'œuvre. Alors, les gouvernements pourraient évoluer plus vite. On n'est pas en faute, peut-être qu'on est un peu lent. Mais encore une fois, ça veut dire bouleverser votre fiscalité. L'application du tarif extérieur commun de la CEDEAO, vous ne pouvez pas imaginer le choc que ça représente, parce que c'est d'abord de la perte de matière fiscale. Et comment on fait alors que nos budgets sont déjà assez dramatiquement contraint, si vous voulez, parce que le budget du Bénin, c'est 18% du PIB. Le budget de la France, c'est 53% Alors, du PIB. Je vais revenir vers vous dans un instant. J'aimerais juste passer la parole à Madame Bathily, qui voulait déjà intervenir tout à l'heure. Allez-y, on vous écoute. Non, mais je vais juste un peu, peut-être revenir un peu sur ce que vous allez dire. Je pense que effectivement, on ne peut pas dire qu'on pêche, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est un peu ça. Là où on a besoin... Quand on regarde le cadre législatif, tout est là, tout a été écrit, tout a été pensé. Mais on a besoin quand même de mettre en place des mécanismes pour la mise en œuvre. Aujourd'hui, on se rend compte que
tout existe, tout a été écrit, tout a été pensé. On a le meilleur cadre qui existe dans tous les pays. Certes, dans certains, ils se chevauchent, mais on a quand même besoin aujourd'hui de s'asseoir, d'harmoniser tout ça et d'agir un peu mieux pour la mise en œuvre. Donc ça, je pense que pour l'intégration, c'est indéniable. Là où je vous rejoins totalement, c'est que effectivement, il y a des secteurs auxquels on ne pense pas. Quand on pense à des échanges, on pense tout de suite à des biens palpables. Mais le secteur des services, les services financiers, a totalement explosé. Quand on voit au Nigeria, au Maroc, mais aussi dans le domaine de la culture, ce qui se passe dans des pays comme le Nigeria avec Nollywood, ce sont des biens qui s'exportent, qui s'échangent, en Afrique, mais partout dans le monde. Donc il y a vraiment une réelle explosion des échanges à ce niveau-là. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas penser à tout ce qui est mobile. Aujourd'hui, quand on va au Kenya, tout se fait avec le téléphone mobile, on paie tout avec le téléphone mobile. Et là, en Afrique, on a une explosion qui est absolument remarquable, qu'on ne trouve pas dans les autres pays du monde. Alors Jean-Michel, une réaction peut-être à ce que nos autres intervenants viennent de dire, et puis votre avis, là où l'Afrique aurait, puisque je ne peux pas utiliser le terme de péché, peut-être des limitations en matière d'échange. Non, mais le continent, on a plein. Je crois que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de regarder quel est le type de croissance que le continent est en train de construire, et puis d'essayer d'en tirer des conséquences pour les politiques économiques et comment faire en sorte que cette croissance, elle percole le plus et le plus rapidement possible au bénéfice du plus grand nombre. Hein. Moi, ce qui me frappe dans la trajectoire économique africaine, c'est qu'elle est unique. Et que d'une certaine manière, et ce n'est pas forcément un avantage, parce que finalement, les leçons de l'histoire économique ne sont que partiellement transmissibles. Et c'est un problème des grandes institutions internationales qui sont beaucoup fondées sur la capitalisation et la transmission de l'expérience. Donc ces leçons sont difficilement transmissibles. Alors pourquoi cette trajectoire africaine est unique ? La première raison pour laquelle elle est unique, c'est que sa trajectoire démographique est unique dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité 450 millions de jeunes arrivés sur le marché du travail en 25 ans. Ça n'existe tout simplement pas. On n'a jamais vu une trajectoire de dividende démographique comme celle que le continent africain est en train de se constituer. On n'a jamais vu une histoire de peuplement et d'urbanisation comme ce qui est en train de se passer en Afrique. Bon. Donc ça renvoie toutes les leçons de l'histoire de l'économie aux oubliettes. Ça contraint les gouvernements africains et leurs amis à penser autrement dans des cadres radicalement neufs. Et personne, et c'est peut-être, alors si vous parlez quels sont les manquements de l'Afrique, on va peut-être parler des manquements de l'élite africaine. C'est peut-être un des défis et un des manquements de cette élite africaine de ne pas suffisamment saisir à quel point elle est seule face à sa propre histoire. Il n'y a pas de leçon à tirer de la Chine pour la croissance économique africaine. Il n'y en a pas à tirer de la France, tout simplement. Parce que le paysage est radicalement différent. Radicalement différent. Deuxième, aujourd'hui, il y a un devoir d'invention autour des politiques économiques et un devoir d'indogénéisation de la pensée qui n'est pas un devoir ou une exigence d'isolement, mais une nécessité de penser les politiques du continent en fonction de ses besoins propres et non pas de schémas soit importés d'une histoire du capitalisme occidental, soit du marxisme soviétique ou du développement autocentré chinois. Tout ça, ça n'a aucun sens. Deuxième, et donc, le débat économique, de politique économique africain est encombré, permettez-moi d'être provocateur, pour ce que nous sommes dans un think tank, et du coup on peut se permettre d'être un peu caricatural et provocateur, est encombré d'un passéisme rétrograde chez beaucoup des élites africaines et de conseils absolument inadaptés de la part des institutions internationales qui reproduisent des schémas qui ont été engrangés dans leur expérience du développement latino-américain, asiatique, etc. Nous sommes ailleurs. Nous sommes ailleurs.
Une des dimensions, une des caractéristiques de cette innovation, puisqu'on parlait des structures, c'est que nous n'allons pas sans doute voir reproduire ce schéma d'industrialisation auquel on pensait et qui est caractéristique du 19e siècle et du début du 20e occidental ou du 20e siècle chinois, dans lequel il va y avoir une industrialisation par les biens qui va progressivement marginaliser l'agriculture et qui va progressivement être marginalisée par l'expansion des services. Ça, c'est le modèle 1.0 de la croissance industrielle. Ça ne va pas se passer. Cette croissance industrielle, cette croissance économique africaine, elle est fondée en profondeur, elle est tirée en profondeur par la dualité de l'expansion de l'agroalimentaire et des services. Le secteur manufacturier classique, qui consiste à faire des bassines en plastique, des vélos et un jour des centraux téléphoniques, il est rendu très difficile par le fait que cette place a déjà été occupée dans l'économie mondiale par d'autres acteurs, premièrement, et deuxièmement, les valeurs ajoutées contemporaines viennent, et les besoins, y compris de la population africaine, mais de l'exportation au grand large, viennent d'autres domaines. Et je dirais, et voilà, docteur, pourquoi votre fille est malade, les services aujourd'hui sont les grands moteurs de l'activité et de la valeur ajoutée mondiale, et le continent africain saisit pleinement cette importance des services et développe ces services au fur et à mesure que ses capacités humaines s'améliorent, que le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur s'accroît et s'investit là-dedans. Et par ailleurs, le continent africain a une place irremplaçable, je dirais, dans l'écologie planétaire et dans la production de biens alimentaires. Cette place, personne, le réservoir de terre d'une planète à 10 milliards d'habitants et le réservoir de productivité agricole de la planète, il est situé en Afrique et nulle part ailleurs. Et ça, c'est aussi cet avantage comparatif numéro 1 qui est en train d'être exploité par les entrepreneurs africains qui ne sont pas stupides, qui regardent leur marché et qui sont en train de se positionner là-dessus. Donc, il faut voir donc, que nous allons se construire sous nos yeux une économie monde qui va occuper une place volumétrique de plus en plus importante à l'horizon sur les rythmes de croissance actuels, même défalqués des problèmes de matières premières. Le PIB africain nominal vers 2050, c'est 15 000 milliards, 18 000 milliards de dollars. C'est pour une Europe à 27 qui sera à 21 000, 22 000 milliards de dollars. Nous sommes passés, le continent africain aujourd'hui, c'est 2800 milliards de PIB, c'est le PIB de la France. Il y a 15 ans, c'était le PIB du Benelux. Donc cette économie monde, elle se constitue, elle représente des dimensions volumétriques extrêmement importantes et des caractéristiques extrêmement significatives. Donc voilà, peut-être je voudrais, je suis un peu trop disert, je dirais, mais aujourd'hui, je serais un gouvernement africain, je serais beaucoup plus excité par l'idée de savoir comment je vais développer mes start-upers des technologies de la communication et des services financiers, que de savoir si je vais faire des bassines en plastique que je peux acheter aux Chinois pas cher, ou aux Indiens, honnêtement. Mais tout ça suppose des positionnements, des repositionnements intellectuels différents. De la même manière, je serais beaucoup plus excité par l'idée de savoir comment valoriser ma filière soja, que, par exemple, d'aller me demander si je peux faire de l'industrie de la sidérurgie lourde. Voilà. Alors, voilà. Une proposition concrète, donc un changement de paradigme de nos gouvernements. Merci beaucoup. Je vais vous demander, Lionel, de bien vouloir nous donner une proposition concrète aussi. Une, pas 12, hein. Une. Parce que j'aimerais passer la parole à la salle après. Et tout à l'heure, je vous demandais la parole, je réagissais, je sursautais. Jean-Michel disant... supposons que je sois un gouvernement africain. Alors moi aussi, je veux jouer à ce jeu. Supposons que je sois un gouvernement africain. Il n'y a pas, Jean-Michel, de passéisme. Ces débats sont parfaitement publics. Les questions que tu te poses sont des questions au cœur de l'action du gouvernement. Et pour une raison simple, c'est que nous regardons tous les meilleurs de la classe. Et nous disons, qu'est-ce que nous pouvons emprunter au Rwanda? Qu'est-ce que nous pouvons emprunter au Maroc? Comment fait la Côte d'Ivoire? Nous sommes dans un monde de partage en permanence de l'information. Et nous voyons bien qu'il y a des gens qui assurent structurellement et conjoncturellement de mieux en mieux
leur croissance et leur développement. Donc, on est sorti des fausses questions. Est-ce que je vais faire de la sidérurgie? Tout le monde a lu l'expérience algérienne. Tout le monde sait que la théorie délirante des industries industrialisantes, c'est-à-dire que pour la croissance, il faut commencer par faire de la sidérurgie, de la chimie lourde, etc., ça a donné industriellement un échec. Donc, en fait, on est quand même projeté dans un débat de demain, notamment à cause de ce que tu as dit, c'est-à-dire que les entreprises commencent à créer un lobby. C'est-à-dire que, à force que les entreprises fassent au gouvernement des objections permanentes sur leur politique, ça fait évoluer leur politique. Donc, je veux dire, on est désormais dans un débat présent. On n'est plus dans les fantômes du passé assez largement. Et les vraies forces vives, elles s'occupent effectivement des start-up. Alors c'est vrai qu'il faut encore parfois aller présenter au ministre des Télécommunications toutes les start-up du numérique parce qu'il n'en a pas entendu parler, même si elles sont à 500 mètres de son bureau. Mais il arrive qu'il y ait un ministre qui réveille les autres ministres. C'est des choses qui se passent. Et petit à petit, on entre dans le présent. Donc nous ne sommes pas uniquement dans des débats du passé parce que nous sommes éclairés par ceux qui sont en avance. Si vous voulez, une mesure, il faut que nous échangions des biens qui sont demandés ou des services qui sont demandés. Puisque vous avez parlé de filière agricole, soja, pour rendre hommage à nos amis qui traitent les protéagineux, les oléagineux dans la salle et qui nous aident bien, moi je vais prendre la filière du manioc. Parce que le manioc a une particularité qui est d'être la protéine, le calorie le moins cher. Et donc, l'Afrique est sauvée de la sous-nutrition très largement par le manioc. Or, le manioc a énormément de valorisation possible. Il a des valorisations proprement alimentaires. Donc vous faites avec ça du gari, de la tiéké, vous pouvez en faire vraiment la base alimentaire fondamentale, mais vous faites aussi des transformations industrielles. Donc à côté de l'image, farine, tapioca, etc., vous faites de l'alcool alimentaire, de l'alcool machine, et vous faites de l'amidon, qui est un produit en très forte demande mondiale. Le rôle des États, et ça c'est demandé, le premier marché d'amidon pour nous, si on se met au Bénin, c'est le Nigeria, massivement. Puis après, c'est plus loin, c'est l'Europe, etc. Et c'est en très très forte demande mondiale, et c'est très bien valorisé. L'avantage, si vous voulez, c'est que quand vous avez des débouchés de type « j'ai une usine d'alcool alimentaire, j'ai une usine d'amidon au milieu de mes champs de manioc », vous pouvez faire du travail de long terme pour améliorer la productivité. Et grosso modo, vous passez assez vite de 8 tonnes à l'hectare à 16 tonnes à l'hectare. Et ça, on peut le prouver au centre du Bénin. Enfin, les chiffres sont réels. Je vais vous arrêter là. L'État peut faciliter ça. L'État peut... Il ne s'agit pas de rêver une industrialisation de cuvettes en plastique et de ronds de béton, de la sidérurgie. Il s'agit de faire ce qui est demandé. Par exemple, les produits du manioc sont demandés dans un spectre extrêmement large dans notre région, à l'État de faire en sorte qu'il soutienne les entreprises de cette transformation. Ça aura des conséquences amont. Et comme la pauvreté est réfugiée dans nos campagnes, ça aura les plus grands effets sur la pauvreté, la précarité dans nos campagnes. C'est très modeste. Ça fait rêver personne, peut-être, que nous ayons une filière de manioc complètement intégrée, parce que les gens voudraient qu'on monte des automobiles ou des moteurs d'avion, mais on ne va pas le faire. Et encore une fois, 1 kilo d'amidon, ça vaut en poids rigoureusement 1 kilo de lait d'avion. Il n'y a pas de hiérarchie de valeur entre les produits industriels que l'on fabrique. Et l'État a les moyens de faciliter le développement de cet aval. Mais vous respirez quand? C'est incroyable, ça. Merci beaucoup, Lionel Zinsou. Et je vous passe la parole pour un mot de conclusion, Madame Bathily. Vous avez besoin de votre micro, je crois. Ça va aider. Et moi, j'ai travaillé un peu sur plusieurs plans et c'est assez intéressant de voir comment nos pays mettent maintenant en place, s'approprient vraiment leur développement, mettent en place des plans de développement. Mais j'aimerais revenir sur un point, c'est celui de la spécialisation. Parce qu'aujourd'hui, on a tous les pays, le Bénin veut être un hub aérien, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce que chaque pays, nous sommes des petites économies, pour les intégrer, il faudrait quand même qu'on arrive à créer des vrais hubs de spécialisation et qu'on ne les multiplie pas dans chaque pays. Ça me semble indispensable. Donc la spécialisation est essentielle. Mais pour terminer, moi je reviendrai encore une fois à nos valeurs africaines.
Et je reviendrai à une valeur qui est essentielle, qui est celle de Ubuntu. Et je pense que vous la connaissez, nous sommes presque tous africains ici. C'est cette valeur du vivre ensemble, et qui, Ubuntu signifie « je suis parce que nous sommes ». Et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus replié sur lui-même, dans un monde où les clivages sont de plus en plus profonds, dans un monde d'exclusion, dans un monde où aujourd'hui, même soit en Afrique ou un peu partout, on cultive beaucoup nos différences. Je pense qu'en revenir à ces valeurs cardinales africaines du vivre ensemble, ces valeurs qui cultivent vraiment l'unité, ce sont vraiment ces valeurs qui, à mon sens, vont nous permettre de construire ce New Deal. Merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir.